Alors, André Wilms, imaginez qu'au théâtre, on envoie des bananes sur scène aux acteurs. Imaginez que quand un réalisateur ne vous engage pas pour son film, votre femme lui tweet sa haine. Nous ne voulons plus Christine Boutin sur les plateaux de télévision. Nous ne voulons plus Éric Zemmour sur les plateaux de télévision. Nous ne voulons plus les éditorialistes du Figaro qui, ce matin, s'en sont pris violemment aux jeunes gens qui mettaient des jupes sur les plateaux de télévision. Allons-y. Ah bon, non, je sais pas. Allons-y. Alors, effectivement, il y en a un paquet, hein, je peux dire. Il faut, oui, c'est vrai que c'est affreux, bon. Mais l'homophobie, c'est partagé largement à FR3, Antenne 2, à TF1, partout, hein. C'est-à-dire, il y en a partout. Il n'y a pas seulement dans le foot. Enfin, il faut arrêter aussi. C'est-à-dire que le foot cristallise, effectivement, c'est assez pratique, quoi. Ou alors déclenchons la révolution. Alors allons-y, prenons les fusils, c'est parti, combattons le capitalisme avec toute notre violence possible, la juste violence, comme disait Mao Tse-tung, quoi. Le pouvoir est au bout du fusil, allons-y. Parce que sinon, c'est juste de la dénonciation pure et simple, effectivement, on ne s'arrêtera jamais. Effectivement, il y a des fascistes dans toutes les tribunes, mais il y a aussi des fascistes ici. Tout à fait. Non, mais c'est vrai, à la fin, ça devient un peu pénible, quoi. Parce que, alors, parce qu'après, on te dit, mais toute émancipation produit le goulag. Ah ouais? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus rien. Toute lutte émancipatrice est porteuse de fascisme, etc. Alors, on est coincé. Alors, on se tait et on fait comme moi, profil bas, et on la ramène pas, et je regarderai peut-être en clandestinement la Coupe du Monde sans me faire trop remarquer. J'espère ne pas me faire condamner, à la limite. Mais non, sinon, effectivement, on a échoué avec la lutte révolutionnaire, hein. On a essayé de changer. Et personne ne veut changer. Personne n'a voulu nous rejoindre quand on a décidé, avec les maoïstes à l'époque, allez, on va changer, le peuple sera vainqueur, hein. Debout les nouveaux partisans, nous sommes la guerre de classe, le camp du peuple et notre camp, allons, etc. Et bien, tout le monde, ils sont partis en vacances, hein, vous vous souvenez, à la fin mai, quand on leur a rendu l'essence, où ils sont allés en week-end. Alors venez. Et l'avant-garde prolétarienne, hein, bande de staliniens, on nous disait tout le temps. Eh bien maintenant, voilà. Carton rouge à l'homophobie. Ouais, Sophie Marie. Les gens sifflent la Marseillaise, soit. Mais ou la chantent, hein, on leur reproche Christine de la chanter. Voilà. Pas, quand on la chante pas, ça va pas. Quand on la siffle, ça va pas. C'est quand on joue au football, on n'est pas en train de... Mais il y en a qui reprochent aussi qu'on soit à ce point chauvin et nationaliste quand on regarde un match de foot. Et pourquoi n'admirerait-on pas l'autre équipe sous prétexte que c'est pas nous, alors qu'elle joue mieux? Parce que c'est le jeu d'avoir envie de gagner. Et pour avoir envie de gagner, il faut être un petit peu énervé. Sinon, on est un peu... Non, mais enfin, c'est jamais eux qui gagnent, c'est pas nous. Hein. Oui, mais on dit d'ailleurs souvent... La recherche de l'émotion, c'est ça qui est l'émotion au football, qui est quand même la base du spectacle, elle repose sur le sentiment de l'appartenance. Donc, donc, partant de là, sur le choix d'un camp. Par exemple, on peut vibrer au cinéma sans ressentir un sentiment d'appartenance par rapport à la nationalité du réalisateur. C'est une histoire. Ça peut être une histoire linéaire où il n'y a pas de camp. Il y a des matchs de quartier, il y a des matchs de ville, il y a des matchs de pays. Ce qu'il faut dénoncer, c'est cette démarche démagogique qui consiste à demander aux internationaux de chanter l'hymne national, comme le procès en sorcellerie qu'on vient de faire à Taubira. Absolument. Ça, c'est un vrai procès en sorcellerie. Absolument. Chanter la Marseillaise, pourquoi la chanter? Si on n'a pas envie de la chanter, on ne la chante pas. C'est ça le vrai problème. Alors, on avait amené certains joueurs à faire semblant, on voyait sur leurs lèvres qu'ils faisaient semblant de chanter ça pour ne pas précisément eux-mêmes être l'objet, j'allais dire, de critiques. Il faut arrêter avec ça. Mais il y en a, vous savez bien, qui disent que quand on porte le maillot de l'équipe de France, on doit être fier de chanter la Marseillaise. Alors quand on porte le maillot de son quartier aussi, on doit être fier. Non, mais on doit chanter aussi l'hymne de son quartier. Attendez, parlez pas tous en même temps. C'est les mêmes qui critiquent aujourd'hui, après la finale Guingamp-Rennes, que l'hymne breton ait été chanté. Alors oui, il faut applaudir alors. Surtout cette histoire d'hymne... là, on s'américanise parce qu'on sait très bien, nous en France, dans notre tradition, on n'a pas tous notre drapeau à notre fenêtre et on chante pas tous l'hymne. C'est pas du tout français. On est quand même un vieux peuple anarchiste, donc on chante pas l'hymne et le drapeau. On n'a pas tous notre drapeau sur notre voiture à notre fenêtre. Qu'il y ait des peuples comme ça dans le monde, vous avez la main sur le cœur, c'est l'histoire de la farce qu'ils avaient faite évidemment à l'équipe de France, qui chante l'hymne la main sur le cœur des peuples, par exemple d'Amérique centrale. Voilà, c'est une tradition chez eux. Que le drapeau ça soit sacré et l'hymne ça soit sacré aux États-Unis parce que c'est comme ça chez eux, mais chez nous
ni le drapeau, ni l'hymne ne sont sacrés. Si, c'est sacré dans un lieu militaire, parce qu'il y a tous ceux qui sont morts, voilà. Mais dans un lieu, dans un stade, c'est vrai que c'est ridicule. Oui. Vincent Duluc. Oui, je voulais juste dire qu'on ne reprochait pas à Platini de ne pas la chanter. C'est purement générationnel. Il y a des espèces de terrorisme intellectuel qui veut obliger les nouveaux, soi-disant mal éduqués, de le faire, mais c'est une espèce de racisme générationnel. D'ailleurs, toujours dans votre livre, vous racontez que, évidemment, l'histoire du bus en 2010, dont on a fait des montagnes, et vous rappelez qu'en 78, en Argentine, les Bleus s'étaient déjà mis en grève. À l'époque, c'était pour une histoire de prime, et ils avaient déjà, ils voulaient déjà savoir qui avait balancé à la presse que quelqu'un avait insulté quelqu'un dans le vestiaire. Oui, la recherche de la taupe dans le football est quelque chose qui fonctionne énormément. On a fait une montagne en 2010, alors qu'en 78, personne n'avait rien. Sauf qu'en 78, la France n'avait encore rien gagné. Et deux, l'histoire de la taupe, c'est une fausse histoire. On sait quand même le mot. Un secret ne reste un secret que quand il n'y a que 2 personnes qui sont au courant. Dans des vestiaires, je vais chercher une taupe. Alors c'est qui la taupe? Non mais c'est très simple la taupe. C'est tout le monde. Mais non mais la taupe c'est très simple. Vous avez 40 personnes dans un vestiaire. Il se dit un mot. Ces 40 personnes n'en parlent quasiment à personne, c'est-à-dire seulement à leurs 4 proches. Donc ça fait quand même à peu près 160. Et à peu près, vous allez demander à 60 journalistes, ils ne sont pas capables d'appeler 3 de ces 160 personnes pour savoir ce qui s'est passé. Ah, bien sûr que si, voilà. Alors il faut rappeler juste, puisqu'on a raconté 78, à l'époque c'était pour une histoire de prime, racontez Vincent. À l'époque, les internationaux percevaient 5 000 francs d'Adidas, une prime considérable pour toute la durée de la Coupe du Monde, et ils avaient osé demander 7 500 euros, francs, 7 500 francs, qui leur avaient été refusés. Du coup, au lieu de prendre un petit pot de peinture blanche pour tracer les 3 bandes d'Adidas sur les chaussures, ils avaient pris pour qu'on les voit à la télé, à l'époque, ils faisaient ça à chaque match. Ils avaient pris un pot de cirage noir pour effacer les bandes. Voilà. Et celui qui s'était fait insulter, c'était Didier Six. Ouais, c'était Didier Six, un Lorrain. Voilà. Il y a quand même une grande poussée de nationalisme. Oui. Oui, quand même. Bon, on peut en plaisanter, jouer sur les anecdotes, etc. Mais ce qui est quand même d'intéressant, c'est de voir, par exemple, en 98, précisément, on a considéré, si vous voulez, que la victoire de l'équipe de France, c'était la victoire de la France. C'était tout d'un coup le fait que 11 gaillards remportaient une victoire dans des conditions sur lesquelles on reviendra peut-être un jour ou l'autre. Ah bon? On verra. On verra. Au Brésil, on peut dire les choses. Au Brésil, tout le monde est persuadé qu'elle a été achetée. Vous savez, les choses finissent par apparaître un jour ou l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment-là, il y a une vraie poussée de nationalisme, mais qui se fait, si vous voulez, autour d'une équipe. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il y a une confusion, vous voyez, entre d'une part l'équipe de France et d'autre part la nation française, comme si c'était, si vous voulez, une seule et même chose. Alors précisément non. L'équipe de France, que je sache, ce n'est pas représentatif de la France. Or la confusion joue effectivement à plein. Elle est redoublée évidemment par les politiques qui considèrent, si vous voulez, que l'équipe de France, c'est la nation. Le stade, en l'occurrence le stade de France, c'est d'une certaine façon la France. Et l'hymne national, voilà, c'est le nôtre. Là, il y a un problème, parce qu'on a quand même, enfin moi pour ma part, si vous voulez, moi je ne me reconnais pas dans cette équipe de France-là, pas plus que dans une autre d'ailleurs, mais je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas dans cette équipe de France-là. Et cette idée, vous voyez, d'une France black blamber, ça nous a joué de sale tour, parce que rappelez-vous quand même que 2 ou 3 ans plus tard, c'était Madame Le Pen qui était au 2e tour. Et Monsieur à l'époque, Monsieur Le Pen. Oui, Dumoulin. Oui, il n'était pas d'accord, qu'il ne se reconnaissait pas dans cette équipe aussi. Il trouvait qu'elle chantait pas, chantait pas suffisamment la Marseillaise. Quand vous doutez de la victoire de l'équipe de France en 98, je vous rassure, les Français ne sont pas assez fortiches pour manigancer une compétition. Non mais Dumoulin, confondre équipe de France et France, il y avait quand même 1,5 million de personnes dans les rues. L'INSEE très sérieusement a mesuré en août 98 qu'on était quand même beaucoup plus heureux en France qu'en mai 98 et qu'il s'était passé quelque chose entre-temps qui pouvait l'expliquer. Après, c'est vrai que il faut relire les éditoriaux de l'époque, les éditorialistes de l'époque, et c'est Max Gallo dans Paris Match qui s'émerveille de cette France black blamber, de ces supporters de toutes les couleurs qui chantent la Marseillaise, qui se peignent les ongles aux couleurs du drapeau, qui se drapent dans la bannière tricolore. Il y a eu une espèce d'illusion joyeuse qui a sans doute partiellement masqué la montée du Front National, et on est arrivé quelque part en octobre 2001, match amical contre l'Algérie, la Marseillaise se fait siffler,
l'insécurité est partout à la télé, et quelques mois plus tard, Le Pen est au deuxième tour. Mais bien sûr que le foot est un objet politique et que c'est pas qu'une illusion, parce que on était tous partie prenante. Alors il fallait arrêter vous peut-être moins que d'autres. Souvenez-vous, le France-Algérie, Zidane d'ailleurs était très partagé. Hein. Il disait d'un côté je me sens français, d'un autre côté je me sens algérien. Il faut le dire quand même. Non mais il a tous les droits. Il a tous les droits. Il disait cela et souvenez-vous, on a quand même jeté des bouteilles. On a jeté des bouteilles sur les ministres et surtout le terrain a été envahi et on a arrêté le match parce qu'on avait peur de l'humiliation. On avait peur que l'Algérie effectivement se fasse humilier, si vous voulez, par l'équipe de France, elle-même composée d'anciens dont les parents, disons, étaient immigrés. Donc là, il y avait, si vous voulez, quelque chose qui pouvait être extrêmement dangereux. Et tout le monde a bien ressenti qu'il y avait un malaise très profond à ce moment-là. C'est là, c'est ce quoi je voudrais... Le malaise n'avait pas des origines que vous évoquez. Le malaise avait plutôt des origines sociales. C'était des jeunes de banlieue qui avaient trouvé ce terrain-là, un terrain, vous dites exactement ce que je pense. Vous dites exactement ce que je pense. Et je pense que le football, c'est précisément le lieu, vous voyez, où voilà. Le problème, si vous voulez, d'une assimilation, d'une intégration, ne se fera pas. Ne se fera pas. Quand on fait croire aux jeunes de banlieue que c'est par le football, que c'est par l'intégration au sport, qu'ils pourront enfin avoir cet ascenseur social avec lequel que je partage avec vous, c'est une pure illusion. Et c'est un vrai danger. C'est un vrai danger. Ce sont ces mêmes jeunes-là qui, en 98 aussi, étaient sur les Champs-Élysées. Tout à fait. Mais je comprends pas. Ça veut dire qu'il ne faut plus que des jeunes aillent en centre de formation, plus personne, parce qu'on leur mentirait. Moi, je pense qu'il y a, si vous voulez, pour moi, le football, c'est un enjeu politique. Je pense qu'aujourd'hui, le football est organisé pour effectivement encadrer politiquement le plus possible de gens, et en particulier la jeunesse. Donc, d'une certaine façon, on a une certaine crainte, peut-être à juste titre. Et c'est ça qui, je trouve tout à fait inquiétant aujourd'hui dans cette organisation mondiale du football. Mondiale, mondialisée et mondialisante. Et qui, c'est vrai, pousse les jeunes, en particulier eux, pousse la jeunesse, effectivement, à être dans une forme d'addiction vis-à-vis du football. C'est vrai que vous ne voyez aucune vertu éducative au sport dans la masse. Le football tel qu'il est pratiqué là, en ce moment, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le football tel qu'il est aujourd'hui. Mais vous l'avez pratiqué, le football? Oui, peu importe. Celui qu'on voit. C'est ce football-là qui, aujourd'hui, que je trouve particulièrement inquiétant. C'est ce football-là que je trouve inquiétant. Alors, attendez, parce qu'il nous reste juste 10 minutes, donc je vais vous laisser la parole à chacun pour donner une conclusion. Louis Dumoulin avait commencé, après Fabio. Non, mais c'est ça, c'est ce 1% qu'on voit. Ce 1%, il vient des 99 autres %. Les footballeurs, c'est pas des golfeurs, c'est pas des pilotes de Formule 1. Ils gagnent d'ailleurs moins qu'eux. Il faut aussi le rappeler. C'est le sport le plus populaire de la planète. Ils gagnent moins qu'eux en contrat publicitaire, mais plus en salaire. Oui, mais on est quand même très très loin. Alors, c'est pour prendre un exemple où ils gagnent moins que les joueurs de NBA, même malgré le salary cap aux États-Unis. Et donc voilà, ces jeunes de banlieue auxquels vous reprochez de voir dans le football un ascenseur social, au moins ils voient dans les footballeurs des gens qui leur ressemblent. Et c'est pas souvent dans la société française qu'ils ont l'occasion de faire cette expérience. Écoutez, c'est exactement ce que dit Jérôme Valk, le secrétaire général de la FIFA, qui dit l'essence du football. Ce que dit Jérôme Valk, monsieur. L'essence du football, c'est l'identification. C'est l'identification, c'est-à-dire qu'effectivement les jeunes, ils se reconnaissent dans ces nouveaux héros. Le problème, c'est est-ce qu'ils sont vraiment des héros? Et est-ce que, si vous voulez, le fait, vous voyez, de se reconnaître, d'être fasciné comme ça par des icônes telles que les footballeurs aujourd'hui, va permettre à ces jeunes-là de comprendre la réalité, si vous voulez, la réalité dans laquelle, on est fasciné par Franck Ribéry, qu'on est joueur de foot, on lit pas ses mémoires et on s'intéresse pas à la pensée de Franck Ribéry. On est intéressé par le joueur, on le regarde jouer, on trouve que c'est beau. Et on a cette émotion qui est une émotion de l'enfance et qu'on porte toute sa vie quand on aime le foot. On n'est pas. Il faut arrêter. Alors, la parole tourne. Pour conclure, Jérôme Valk n'a pas la parole infuse. Il peut dire une chose et on peut ne pas être d'accord avec lui. Il est vrai que dans le football, tout n'est pas parfait, évidemment. Et dernièrement, en France, il y a eu un débat qui a secoué un peu le landerneau et qui concernait ce qu'on a appelé l'affaire des quotas. Il est évident que dans cette affaire, je pense que la France du football a fait l'économie d'un débat par lâcheté, par commodité, ou simplement, je dirais parfois, par conformisme ambiant. Dans cette affaire-là, pourquoi il a pu être évoqué le problème des quotas
dans un cénacle, dans une instance de la fédération. Parce que simplement, dans le football aussi, il y a ce que j'appelle un peu ce côté discriminant qui fait que si au sein de cette instance il y avait des Noirs, il y avait des Arabes, le problème ne se serait pas posé de cette manière, il aurait été simplement discuté. Après, on a voulu savoir si Laurent Blanc était raciste ou pas. Sans doute qu'il ne l'est pas. Je peux même dire que probablement Laurent Blanc n'est pas raciste. Mais détourner le problème de cette manière-là, c'était une fois encore faire preuve de lâcheté. Oui, le football ne saurait être, je dirais, le reflet de la société. Il n'est que lui-même le reflet de la société. Cependant, je pense que dans le football, on peut entreprendre des démarches qui pourraient aussi servir d'exemple. Agathe de Foulard et de la Fontaine. Le football est responsable de tous les maux. Vous l'accusez un peu de tous les maux. Le football est responsable de ci, de ça. C'est ce que dit Fabio. C'est un reflet de la société. C'est pas la cause. Le football, à la base, pour la plupart des gens, c'est une fête. C'est un plaisir. C'est quelque chose qu'on regardait quand on était petit. De supporter une équipe. C'est quelque chose de beau à la base, le football. Et moi, quand je vous écoute parler, ça me déprime. Antoine Dumini, vous déprimez aussi. Non, du tout, jamais. J'aimerais terminer sur une note positive. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup de l'argent dans le football. Parce qu'on parle tout le temps d'argent quand on parle de football. Évidemment. Et du coup, il faut voir que tout ça s'est construit. Il y a eu des étapes, il y a eu des lois. Comme dans le monde de la finance, je reprends toujours cet exemple-là parce que pour moi, c'est très parlant. Et toutes ces lois, toutes ces choses qui ont été construites, elles peuvent être détricotées aussi, petit à petit, par d'autres lois, par d'autres personnes, etc. Donc voilà. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu, et je prendrai juste un exemple. Par exemple, on prend toujours comme exemple le modèle allemand, pour des bonnes ou mauvaises raisons. Il faut savoir qu'en Allemagne, pour la gestion des clubs, il y a le modèle des 50+1, qui interdit justement, par exemple, à un oligarque russe de détenir plus de 50% des parts d'un club. Voilà, donc c'est une loi protectionniste, très mal vue par Bruxelles, mais qui peut être mise en place dans d'autres pays parfaitement. Sophie-Marie Larouille. Je crois que les 99% parleront de cette émission ou du match demain matin à la machine à café, et que c'est quand même ces gens-là le plus important, même si le business et l'argent et les dérives, ça va. Vincent Duluc. Maintenant que grâce à ce soir j'ai une conscience, je vais essayer de détester la Coupe du Monde, mais je crois que je ne vais pas y arriver, je vous préviens. Sébastien Lapac. Je crois qu'on va s'amuser pendant cette Coupe du Monde, parce que je pense que les Brésiliens vont étonner le monde en étant des amoureux fous du foot et en même temps en n'étant pas du tout dupes sur ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un rouage essentiel du divertissement planétaire et partant de l'abrutissement planétaire. Et encore, on n'a pas du tout parlé, je me rends compte, de la prochaine Coupe du Monde qui est en Russie. Ah, ça va être encore... oui. Là, ça va vouloir boycotter à tout va. Le mot de la fin, André Wilms. Je sais, Brecht avait dit ça de la représentation. Il avait dit, il ne faut absolument pas que les spectateurs s'identifient à ce qu'ils voient sur le plateau. Parce que ça, c'est horrible, quoi. Donc, pas de phénomène d'identification, la distanciation. La fameuse distanciation brechtienne. Oh, je pensais à ça en passant, ça ne... Ça marche pas. Mais je trouve que, effectivement... L'échec de la distance... Bon, enfin, ça serait trop long. Mais ça m'a fait penser à Bertolt Brecht, tout d'un coup, qui disait, si vous n'êtes pas content du peuple, changez de peuple. C'était pas mal aussi. C'est un peu ça, en ce moment. Non, mais il ne faut pas non plus que notre bonne conscience révolutionnaire se déverse que sur le football. Je vous remercie tous les... vous êtes nombreux, 9. Tous les 9. D'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Et on se quitte avec une Française. En musique, évidemment. Il va falloir ouvrir le rideau, donc fatalement. Elle s'appelle Christine and the Queens. Et elle nous interprète Saint-Claude, un extrait de son premier album. Ah oui, d'accord, elle est là. Eh oui, Christine. Qui nous interprète un extrait de son premier album qui sort le 2 juin. Christine, c'est à vous. Voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Qui est comme à la crème, tout détonné, tout me plaît, les mains sont libres, vide, mains sont libres, vide. Seul de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche.
de lion ne sourit qu'à moitié. Mais solide, immense, ton visage ne sera jamais entier. Comme tu regardes au dehors, j'emporte un portrait dévoré, d'où leur destin bord à bord. Is my station, is my station. Just wanna stay with you. Is my station. Belle attitude de l'impatience comme certitude liée à trois liées à trois fil. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, que tu respires, pire. Finir cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Cette ville est morte, je sais bien, toi seul garde de l'audace. Il faudrait que tu la portes loin, alors que d'autres renoncent. Je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Is my station. Is my station. Say just wanna stay with you. Is my station. We are so lonely, l'espoir s'absence. Pour que l'orage s'annonce. We are so lonely. Pour que l'orage s'annonce. We are so lonely. Pour que l'orage s'annonce. Dès maintenant, partagez les meilleurs moments de l'émission depuis france2.fr/CSOJ.